Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène qu'on subit de plus en plus. Depuis ces dernières décennies, on souffre du phénomène du changement climatique. On a comme ça que le mercure qui ne fait que monter. Les agriculteurs comme les éleveurs souffrent que beaucoup plus. Parce que lorsque tu es dans le domaine de l'élevage, ou soit dans le domaine de l'agriculture, tu sais que tu dépends que du climat, tu dépends de la météo. Mais aujourd'hui, cette météo-là, on n'arrive plus à la contrôler. On ne sait plus que quand est-ce que les pluies vont arriver. Lorsqu'on espère la pluie, c'est le soleil qui arrive. Et quand le soleil arrive, c'est le mercure qui monte. Et ça chamboule comme ça, c'est-à-dire que les calendriers culturels. Et on a comme ça plusieurs campagnes qu'on perd à cause de la sécheresse, à cause du manque de pluie. Des fois, quand c'est la pluie qui arrive, c'est l'excès de pluie. Pour nous qui sommes ici en Occident, vous voyez les phénomènes. Lorsqu'il pleut pendant 2 heures, c'est comme s'il avait plu pendant 3 mois. C'est énormément, c'est-à-dire que de pluie. On a comme ça des inondations, on a des éboulements, on a des maisons qui sont apportées par les torrents, on a des pertes de matériel et les pertes des fois, malheureusement, de vies humaines. En Afrique aussi, c'est-à-dire que voilà, nous sommes en train de subir ce phénomène-là. De plus en plus, c'est-à-dire que voilà, de paysans, d'agriculteurs souffrent de ce phénomène du changement climatique. La production et la productivité n'est pas au rendez-vous. Nous avons aussi les déportés dus au changement climatique dans nos régions en Afrique. Oui, tous ceux qui traversent la Méditerranée ne traversent pas des fois de gaieté de cœur. C'est parce que dans leur région, dans leur pays, ils souffrent de ce phénomène du changement climatique, qui est le réchauffement climatique. Parce que c'est-à-dire que c'est les sols qui sont asséchés, ils ne peuvent plus faire l'agriculture. C'est les sols qui sont asséchés, c'est-à-dire que voilà, et la nappe phréatique asséchée, ils ne peuvent plus faire l'élevage. La seule solution, c'est de quitter la région. Sinon, c'est-à-dire que c'est la mort aussi, parce que quand il fait tellement chaud, on a des fois le mercure dans certains endroits qui monte à des fois 50 degrés. Vous voyez que ce sont des conditions dans lesquelles il n'y a pas de vie, on ne peut pas vivre. Donc face à cela, comment est-ce qu'on peut réfléchir? Et la question à se poser, qu'est-ce qui entraîne donc ce réchauffement climatique? Qu'est-ce qui apporte le changement climatique? C'est la réflexion que je voudrais qu'on ait ici. Tu vois que à chaque fois que je partage un texte sur ma chaîne, c'est une chaîne qui se veut, c'est-à-dire que voilà, d'être dans la réflexion, le questionnement. Une chaîne qui va t'amener, c'est-à-dire qu'avant d'aller produire, avant d'aller faire un geste, c'est-à-dire que dans le sol, ou même avant d'aller faire l'élevage, de te questionner sur ton modèle. Le phénomène du changement climatique ne concerne pas uniquement les producteurs, c'est aussi les consommateurs. Quel est ton modèle de consommation? Comment tu as dit que voilà, tu t'habilles? Comment tu construis ton habitat? Comment tu te déplaces? Donc, permets-moi de me présenter si tu me découvres la première fois. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, en fait, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous, parce que ça, c'est des enseignements très, très riches. J'ai pris ce challenge-là de venir vous partager tel que la science, de venir vous partager l'agronomie, de venir vous partager tel que les pratiques, les bonnes pratiques à faire afin de pouvoir prospérer tel que sur le plan agricole, comme je dirais sur le plan agro-pastoral. Parce que c'est les bonnes gestes, c'est les bonnes pratiques qui vont t'amener à avoir la rentabilité. Ce n'est pas le slogan. Ce n'est pas, c'est-à-dire voilà, en balançant les chiffres. Les chiffres viennent parce que tu appliques les bons gestes, parce que tu maîtrises, c'est-à-dire voilà, ton sujet, parce que ce que tu fais, c'est-à-dire que n'a pas d'influence, c'est-à-dire que sur l'écosystème.
Je vais te demander aussi si tu regardes sur la barre de description, clique sur le lien où je partage avec toi 10 idées de meilleures cultures ultra rentables à lancer en Afrique si tu veux, c'est-à-dire que connaître la prospérité telle que financière. C'est les cultures qui te mettent comme ça, dans la prospérité. C'est des cultures qui sont générationnelles. Et si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, je voudrais que sur cette thématique, on parle du changement climatique, parce qu'on le vit là présentement. Pendant que je te parle là, nous sommes en été ici en Occident, précisément en France, on a des montées de mercure. Il fait énormément chaud. Il fait tellement chaud. En Afrique aussi, on vit la même chose. Et depuis 4 ans, je te parle ici du changement climatique. Qu'avant d'aller te lancer dans le domaine agro-pastoral, c'est des choses que tu dois prendre en compte. Que la rentabilité de ton business, la durabilité de ton business passe par le fait que tu maîtrises ces enjeux-là. Ce que malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous ne prenons pas en compte. Donc je vais te demander ici de t'asseoir confortablement, de prendre un verre d'eau, parce que si tu es ici en Occident ou en France, vous êtes plusieurs monsieur en France, il fait chaud, prends un verre d'eau et tu prends ces enseignements-là. Parce que tu n'auras pas à dire que ce que je partage ici, nulle part. Parce que c'est ce que je déplore. On passe le temps comme ça à vous balancer les slogans, à vous balancer, c'est-à-dire que les rentabilités, et des rentabilités sur lesquelles, si on va questionner comment ils font pour pouvoir avoir ces rentabilités, s'ils ne respectent pas, ou s'ils ne maîtrisent pas déjà les enjeux qui sont là, le changement climatique. Donc si tu veux avoir la rentabilité, tu te dois de maîtriser les enjeux. Nous sommes en plein changement climatique. Comment tu vas procéder afin de pouvoir avoir une rentabilité durable? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas ici de venir faire un one-shot. Parce que le changement climatique, c'est quoi? C'est la variation de température, la variation du climat. Oui, tu peux venir faire une culture où on t'a dit c'est rentable, parce que tu es dans la bonne vague, où la météo était clémente, était bonne, tu as la rentabilité. Mais sauf qu'à la prochaine campagne, tu n'as pas la même rentabilité parce qu'entre-temps, le climat a varié. Mais si toi, tu n'es pas au courant de ces choses-là, de ce phénomène que nous vivons, tu verras que pour toi, tu vas dire que l'agriculture, c'est le loto. Ou que tu n'as pas eu de chance. Non, l'agriculture, ce n'est pas la chance. L'agriculture, on ne va pas le faire par les slogans, on ne va pas le faire au hasard. L'agriculture, c'est la science, c'est l'observation. On travaille avec l'écosystème, on travaille avec la nature. Donc le changement climatique, ça peut être un phénomène naturel. Mais on a constaté que depuis, le 20e siècle, le 20e siècle, c'est un phénomène qui est dû aussi par la pratique des hommes. Je m'explique. Le changement climatique est dû aujourd'hui parce qu'on utilise les énergies fossiles. J'entends par énergie fossile ici, c'est quoi? C'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz. Note bien ça, charbon, pétrole, gaz. Le charbon, c'est quoi? On obtient le charbon par quoi? Par le bois. C'est le fait de déforester. Tu m'entends ici tout dire à chaque fois que l'effet de venir déforester, de venir couper les arbres, ça crée le désert. On sait que l'arbre est capital. C'est l'arbre qui régule le climat. C'est l'arbre qui apporte un microclimat. C'est l'arbre qui séquestre le carbone afin de lutter contre l'effet de serre. C'est l'arbre qui nourrit la macrofaune et la microfaune. Parce que le carbone ici, c'est la terre. C'est grâce aux arbres. L'arbre apporte l'humidité et cette humidité qui apporte la pluie. Donc tu vois que quand nous avons des sociétés qui carburent au charbon, un pays comme la Chine, ses centrales fonctionnent à base du charbon. Donc tu vois qu'à force d'abattre les arbres pour aller faire tourner les centrales électriques fonctionnant au charbon, afin de pouvoir faire tourner les industries, ouais, que c'est ça qui apporte ce changement climatique. C'est aussi l'utilisation du pétrole.
Le pétrole, qui est une énergie fossile aussi, le pétrole, il faut aller le chercher dans des profondeurs. Ce pétrole aussi a des dégâts, c'est-à-dire énormes sur le plan environnemental. Regardez un peu, c'est-à-dire voilà, les endroits où on va creuser le pétrole. Là où il y a des puits de pétrole. Là où il y a des puits de pétrole, il n'y a pas de vie. Parce que c'est tellement, c'est-à-dire que pollué, on ne peut pas faire de l'agriculture que dans ces endroits-là. On ne peut pas faire de l'élevage. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'habiter. Des fois, c'est-à-dire que c'est des endroits comme ça qui polluent même les cours d'eau. Donc, c'est énormément de pollution. Et on sait aujourd'hui que le pétrole, sans le pétrole, on ne peut, c'est-à-dire que rien faire aujourd'hui. La production mondiale aujourd'hui est basée sur le pétrole. Que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage, dans les industries, c'est le pétrole. Le troisième pôle aussi, c'est le gaz. Le gaz, aujourd'hui, sans le gaz, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire grand-chose. Le gaz, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une source d'énergie aussi qui pollue. Donc, c'est ça qui entraîne, justement, le réchauffement climatique et les effets de serre. Tu vois, quand je parle de pétrole, regarde l'industrie automobile. Est-ce qu'on peut aujourd'hui conduire une voiture sans pétrole, sans l'essence? Est-ce qu'on peut avoir des industries sans gaz, que ce soit les gaz domestiques ou les gaz utilisés en industrie? Donc le gaz, ces énergies-là, ce sont ces énergies qui sont à l'origine du changement climatique. Et ces différentes énergies aujourd'hui font partie prenante dans le domaine de l'industrie agricole et de l'industrie de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, quand on produit grâce aux énergies. Donc, quel est le modèle? Quel est le modèle qui puisse comme ça nous permettre de faire face au changement climatique, à avoir une très bonne productivité, une très bonne rentabilité, et en même temps de pouvoir justement produire dans un écosystème qui agrade justement l'environnement. Parce que j'ai coutume à vous dire ici que on nous a tant vanté que c'est l'agriculture industrielle, intensive, mécanisée sur la monoculture, généralement des céréales. C'est vers là que nous devons aller produire. Donc pour pouvoir donner le meilleur modèle, il faut déjà savoir quels sont les modèles qui existent. On a les modèles industriels, donc appelés généralement conventionnels, donc basés sur la monoculture, la mécanisation, la chimie et sur les grandes surfaces, accompagnés avec beaucoup d'eau. Donc tu vois, quand j'ai dit mécanisation, c'est la mécanique. La mécanique, c'est consulter que ces engins-là, c'est les usines. Et quelle est l'énergie que ça utilise? Énergie électrique. Énergie électrique due à quoi? Des fois, c'est-à-dire qu'aux centrales de charbon. Des fois, aux centrales, c'est-à-dire que nucléaires. C'est des énergies fossiles. C'est le fer. Le fer qu'on va aller creuser, on va aller chercher, c'est-à-dire que dans le sol, c'est les fossiles. Qu'on va transformer dans les industries, ça utilise des énergies, le gaz, l'électricité. Donc tu vois, c'est énormément, c'est-à-dire que de sources d'énergie. Ton tracteur, quand on va te sortir ton tracteur va fonctionner à l'essence, au gasoil, au pétrole. C'est encore des sources d'énergie. Quand tu vas les produire de façon industrielle, intensive, pour pouvoir te garantir la productivité, on va te demander de mettre les engrais. L'engrais, c'est encore une énergie fossile, parce que c'est fait à base du gaz. Tout ce que tu entends, le NPK, azote, potasse, phosphore, c'est des énergies fossiles. Quand tu vas aller produire, mettre tout ça, les fongicides, tout ça, c'est toujours des énergies fossiles. Donc tu vois que on est venu nous dire ici que pour pouvoir lutter contre la famine, il faudrait qu'on produise massivement afin de contrecarrer la famine, parce qu'il y a des bouches à nourrir. Mais je suis aussi en train de te dire en même temps aussi que
Le problème avec l'agriculture industrielle et l'élevage industriel, ou le problème avec le changement climatique, c'est parce que, que nous sommes en train d'abuser sur l'utilisation des énergies fossiles. Je ne sais pas si tu es en train de voir. Le problème, c'est que nous sommes en train d'abuser sur l'utilisation des énergies fossiles. C'est l'utilisation des énergies fossiles qui entraîne le changement climatique. Et il faut comprendre que ces énergies fossiles ne sont pas durables. Ces énergies fossiles tarissent. Donc, est-ce qu'on peut continuer comme ça à aller calquer notre agriculture sur l'utilisation du pétrole, du gaz? Est-ce qu'on peut? Sur l'utilisation du charbon? Et tu vois que ces énergies fossiles aujourd'hui dans le monde, c'est ça qui crée les tensions. C'est ça qui crée les tensions. Partout où on a découvert, partout où il y a le pétrole, tu verras qu'il y aura de la convoitise, il y aura des conflits. Parce que tu as dit que c'est des denrées rares. C'est grâce à ces énergies-là que le monde aujourd'hui fonctionne. C'est grâce au pétrole, grâce au gaz, grâce à l'électricité que le monde fonctionne, que la société capitaliste fonctionne, que la productivité se fait. Alors que depuis l'agriculture existe depuis que 500 millions d'années. La nature, depuis 500 millions d'années, fonctionne sans énergie fossile, sans pétrole, sans gaz, sans engrais de synthèse. La nature, c'est-à-dire que c'est fonctionné de façon naturelle. Donc tu vois maintenant, ce qui va nous compliquer la vie, ce n'est pas la productivité. Ce qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui, c'est la production des énergies fossiles. Parce que si on veut continuer dans le sens d'aller produire de plus en plus, de façon industrielle, de façon mécanisée, de façon chimique, il va falloir qu'on produise de plus en plus des énergies fossiles. Et tu vois aujourd'hui, je continue encore à me répéter, les guerres dans le monde, c'est quoi? L'exemple clair qu'on a eu, c'est la crise ukrainienne. Russie-Ukraine. Quand Poutine a dit qu'il ne donne pas les engrais, ça a apporté quoi? Ça a créé un chaos total dans le monde. Quand il a dit qu'il ne donne pas son gaz, son pétrole, l'Europe est aujourd'hui en récession, l'Europe est en pleine crise. Un pays comme l'Allemagne, qui est le poumon de l'Europe, est en pleine crise parce que la Russie a dit qu'il ne vendait plus son gaz à l'Allemagne. Parce que l'industrie allemande, la société allemande dépendait du gaz russe. La France est aujourd'hui en récession parce que le gaz russe n'est plus alimenté comme avant. La France est en récession parce que, pour faute d'énergie, l'agriculture, européenne est en berne parce que le coût de l'énergie est haut. Il faut donc comprendre que quand on produit avec les énergies fossiles, le coût de production est élevé. Pourquoi que tout est devenu cher aujourd'hui? Ici en Occident, nous sommes en pleine récession parce que le coût de production des denrées a monté par rapport aux énergies. Le coût du gaz, le coût du pétrole, le coût de l'électricité, le coût des engrais. On le sent même nous-mêmes, tel que pour les personnes, pour les consommateurs, vous le sentez. Lorsque tu vas toucher un légume, le prix a été multiplié par 3. Parce que l'agriculteur va te dire que sans son pétrole, sans son gaz, sans ses engrais, sans ses produits phytosanitaires, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose. Et plus on va être dépendant des énergies fossiles, plus il y aura un impact sur le climat. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on pousse la réflexion à comment est-ce qu'il faut aller produire de façon saine, sans déranger le climat, sans déranger l'écosystème, sans déranger le bien-être animal, sans déranger le bien-être des consommateurs, produire de façon abondante et avoir une rentabilité. C'est ça le questionnement que
tout agripreneur devrait avoir, ou tout citoyen devrait avoir, parce que ça, c'est vraiment le code de bonne conduite, quoi. Donc tu vois que si aujourd'hui on est dépendant des énergies fossiles, on va droit au mur. Les énergies fossiles ont joué un rôle dans les années 1950, mais aujourd'hui on voit les effets pervers de ça. C'est ça qui appelle le changement climatique, le réchauffement climatique. Et nous on le vit en Afrique. On le vit d'autant plus en Afrique. Donc toi, agripreneur, toi, tu as dit que voilà, producteur, comment pourras-tu être rentable si le coût de production de tes intrants, quand j'entends ici intrants, le pétrole, le gaz, l'électricité, les engrais, les produits phytosanitaires, la mécanisation est élevé. C'est pour ça que je pose la question des fois aux youtubeurs. Bon, moi je n'en veux pas aux youtubeurs, tu vois, parce qu'on a dit aujourd'hui que YouTube, il ne faut même pas de connaissances. Dès que tu allumes ta caméra, tu commences à parler, tu gagnes de l'argent, tu viens faire tes vues. Mais je parle ici aux spécialistes. Je parle ici aux ingénieurs agronomes. Je parle ici, c'est-à-dire à ceux qui... Je parle à nos États même, à ceux qui sont, c'est-à-dire au ministère de l'Agriculture. Ils devraient, c'est-à-dire prendre ces enjeux en main afin de pouvoir éduquer la population. Moi, je n'en veux pas à ceux qui sont sur YouTube. Moi, ceux qui sont sur YouTube sont là pour chercher les thèmes qui donnent des vues. Vous voyez que dès qu'on va parler d'un sujet, dès qu'ils voient que ce sujet a des vues, ils viendront parler. Ils ne vont pas vous parler des changements climatiques parce que ça n'apporte pas des vues. Donc moi, je viens parler d'un sujet qui est là, qui est réel, qui est problématique. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour produire de façon durable quand on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas le contrôle que sur la météo. On n'a même pas le contrôle sur l'eau. Donc tu vois que ton coût de production dépendra du modèle agricole que tu auras choisi, dépendra de la stratégie et des astuces que tu auras mis en place. Donc pour moi, le modèle qui puisse venir pallier, c'est-à-dire voilà, à ce que nous vivons présentement, c'est le modèle d'agroforesterie. Le modèle d'agroforesterie en association avec les cultures. Donc tu vois que ce modèle-là, c'est un modèle qui vient imiter la nature. Je t'ai dit au départ que ce qui cause le changement climatique, c'est quoi? C'est le déboisement. Parce qu'on utilise les énergies fossiles, le charbon. On a déboisé afin d'aller, c'est-à-dire que produire le charbon pour produire l'énergie, c'est-à-dire qui est une énergie qui est l'énergie électrique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit plutôt réimiter la nature, reboiser, c'est-à-dire que les sols. Le désert, c'est-à-dire que du Sahara que vous voyez, ce n'était pas le désert comme ça avant. Il y avait des arbres sur tous ces déserts-là. Mais c'est l'activité humaine qui a entraîné le désert. Parce que les gens ont abattu les arbres pour faire des constructions. C'est ça qui a entraîné le désert. Donc, si on ne fait pas attention, si on continue à déforester, ben, c'est le désert qui va se créer parce que le changement climatique, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc, on se doit de faire quoi? On se doit d'imiter la nature, de reboiser, de planter les arbres, cette fois-ci comestibles, comme j'ai déjà partagé plusieurs fois avec vous. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est de planter les arbres. À l'intérieur des arbres, planter les cultures, c'est-à-dire que vivrières. Donc, la nature fonctionne en verticalité et en horizontalité. Donc, tu plantes tes arbres. Les arbres, tels que sont pérennes. Ça peut être toute variété d'arbres. Ce n'est pas la monoculture, tel que c'est ici, c'est l'association de cultures et la diversification des cultures. Ça peut être le bitako, le njiansang, le manguier, les corosouliers. Tu fais une diversité. Que ce soit sur 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares en montant. Mais c'est de reboiser. Parce que l'arbre tel que va produire le feuillage qui est le carbone qui va tomber, couvrir le sol. Le but ici, c'est d'avoir toujours les sols couverts. Les sols doivent être couverts. Alors qu'avec l'agriculture intensive industrielle, sur la monoculture, les sols ne sont pas couverts. On vient récolter la culture
Une fois on a récolté la culture, on enlève tout. Parce que quand c'est les céréales, par exemple, les céréales, ils vont récolter les grains et la paille, ils vont enlever la paille pour aller nourrir les bétails. Et ça fait qu'au sol, il n'y a rien. Et on sait aujourd'hui que le grand danger du sol, c'est le soleil. Le soleil va taper le sol, ça va c'est-à-dire que compacter le sol, ça va tuer c'est-à-dire que la vie microbienne du sol, dont les micro et les macro-organismes. Ça va c'est-à-dire que voilà, créer l'évapotranspiration, ça va assécher la nappe phréatique et ça va rendre ton sol compact. On sait aussi qu'avec la mécanisation vient, parce que le tracteur est lourd, ça pèse des tonnes, ça vient compacter ton sol. Et l'utilisation des engrais tels que fossiles, des énergies fossiles, dont l'engrais, le pétrole, ça vient donc polluer c'est-à-dire que la nappe phréatique, ça va tuer c'est-à-dire que la vie aquatique, ça tue aussi la vie microbienne parce que ton engrais, l'engrais de synthèse que tu mets, ça tue tout ce qui est bactéries, tout ce qui est champignons, tout ce qui est mycélium, donc tout ce qui est lombris, tel que les lombris ici, c'est les vers de terre. Ça tue tout ça et tu as des sols aujourd'hui minéralisés, inertes. Alors qu'en produisant, en choisissant le modèle d'agroforesterie, les arbres viennent créer un microclimat qui va permettre à ce qu'il y ait de la vie. Même toi-même, en tant que producteur, agriculteur, tu ne peux pas travailler à 45 degrés. Quand il fait chaud là dehors, tu ne peux pas mettre ton nez dehors. Même quand nous sommes à Londres, on transpire. Donc tu imagines un champ sans arbres, un champ nu, toute la vie biologique, tout l'écosystème. Donc quand on parle ici, ce n'est pas que les insectes là, c'est aussi les animaux. Donc tout ce qui est rat, tout ce qui est mammifère, tous ces animaux vont mourir. C'est les cours d'eau qui vont s'assécher. C'est comme ça qu'on perd la vie en fait. Donc la meilleure stratégie, c'est l'agroforesterie. Et le but ici, c'est de ne pas travailler son sol en fait. Tu vois que quand on est dans le domaine industriel, le fait de venir labourer à chaque fois, tu viens casser la structure de ton sol. Parce que l'avantage de travailler que sur un sol couvert par tes plantes, les plantes que tu auras choisies, les plantes comestibles, c'est qu'en dessous, il y a toujours que de la fraîcheur, de l'humidité. Donc ça fait des gains énormes en eau, des gains d'économie en eau. Tu vas utiliser moins de l'eau par rapport à l'agriculture industrielle où il faut irriguer énormément. Lorsque tu récoltes tes cultures, les résidus, tu les laisses au sol. Ça fait un paillage, ça fait un tapis végétal au sol. Ça joue plusieurs rôles. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Ça empêche l'évapotranspiration, donc l'eau de la nappe phréatique de s'évaporer. Ça améliore la structure de ton sol parce que les micro et les macro-organismes vont bouffer cette végétation, vont améliorer la structure de ton sol, vont créer ce que j'appelle ici les agrégats. C'est ça, les agrégats. Tu vois, vont créer les agrégats, les boules comme ça. Quand tu vois les boules comme ça, c'est le travail des micro et des macro-organismes. C'est le travail des champignons, des bactéries et des vers de terre. Dans cette petite boule-là, tu as de l'eau, il y a de l'eau dedans, il y a des nutriments, il y a de l'azote, il y a de la potasse. Tout ça fait de façon naturelle. Fait de façon naturelle, tu vois, toutes ces boules-là. Cette boule que tu vois, c'est les crottes, c'est les cacas de tous ces animaux-là. La terre que tu vois, en fait, c'est les cacas, en fait. Ben oui, excuse-moi de te le dire comme ça. La terre que tu vois, c'est les cacas. Parce qu'à la base, c'est des feuilles. À la base, c'est de la végétation. À la base, c'est la biomasse. Donc, c'est les feuilles des arbres, c'est les branches, c'est les racines. Et quels sont ceux qui broient ça, qui mangent ça? C'est les micro et les macro-organismes. C'est les vers de terre, c'est les champignons, c'est les bactéries, c'est les scorpions, les scoromboles, les chenilles, les fourmis. Tous ces microphones, c'est des fois aussi les autres mammifères, les agoutis, les rats qui vont venir manger et chier aussi. C'est les hérissons qui vont brouter de l'herbe et déféquer et pisser. Quand ils pissent, c'est l'urée. L'urée, c'est un engrais, un puissant engrais. Tous ces animaux, c'est les biches qui vont brouter et chier et pisser. C'est les hérissons. Dans nos forêts, telles que c'est les éléphants, c'est tous
toute cette faune et toute cette fleur qui font le travail en fait. Donc le but ici, c'est de laisser la végétation monter. Quand ça monte, tu sacres, c'est de continuer à nourrir ton sol. C'est comme ça qu'on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique et le changement climatique. Parce que là, tu vois, avec ce système-là, tu n'es pas dépendant des énergies fossiles. On ne va plus commencer à aller chercher le pétrole. On ne va pas aller chercher que le gaz. On n'a pas besoin que de l'azote de synthèse, de l'azote chimique, ni de la potasse chimique. Je t'ai dit que dans cette terre-là, c'est le caca. C'est le caca de tous ces micro- et macro-organismes. Et le caca, c'est la potasse. Là-dedans, il y a les pipis de tous ces animaux. C'est l'urée. Tu n'as pas besoin de ça. Et en dessous aussi, pourquoi il faut les plantes? Parce que quand tes arbres vont aller en profondeur, avec leurs racines, perforer le sol, décompacter le sol, détruire la roche, comprendre que la roche, maintenant, c'est quoi? La roche, c'est ton engrais. C'est la potasse, c'est le fer, c'est le cuivre, c'est le zinc, c'est le magnésium. Et ta plante pourra bénéficier comme ça de plus de 17 éléments nutritifs. Avec les racines des plantes qui vont en profondeur, ça va perforer le sol, ça va permettre à la nappe phréatique de se remplir en fait. Alors que dans l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que la compaction des sols due à la mécanisation empêche l'eau de s'infiltrer. Lorsqu'il pleut, il y a érosion, il y a ruissellement, et il y a perte de toutes les matières organiques. Il y a perte de la matière organique. Avec l'agriculture intensive, industrielle, mécanisée, il y a perte de matière organique. Et c'est comme ça qu'on devient dépendant des énergies fossiles. Alors que lorsque tu travailles en symbiose avec l'écosystème, avec les arbres et les cultures, ton sol est toujours couvert, tu bénéficies des rayons du soleil, les rayons du soleil qui vont faire la foi, des rayons du soleil, comme ton sol est couvert par tes plantes, les arbres et les cultures, les plantes font, tu vois, regarde derrière moi, tu vois les plantes, les feuilles des plantes. Les feuilles des plantes là font la photosynthèse. Cette photosynthèse qui crée la sève, cette sève qui séquestre là-dedans l'azote, parce que l'air est constitué d'azote. L'air est constitué d'azote, l'air est constitué d'oxygène, l'air est constitué de certains gaz, la potasse aussi, et nos plantes savent séquestrer ça. Donc là maintenant, sous tes arbres, tu dois maintenant comprendre la nature des plantes. C'est pour ça que je te parle ici de la physiologie des plantes. Comprendre comment la plante fonctionne. Ce que je t'explique ici, c'est la physiologie de la plante. Comment la plante se nourrit. La plante a besoin de l'air. Dans cette air-là, il y a l'oxygène, il y a de l'azote. La plante a besoin d'eau. C'est pour ça qu'il pleut. C'est pour ça que je te parle de changement climatique, parce qu'avec le changement climatique, aujourd'hui, on n'a plus d'eau. Nous sommes tributaires, c'est-à-dire dépendants de la météo. Donc, quand ta plante n'a pas d'eau, tu ne peux pas faire de rendement. Quand ta plante n'a pas d'eau, tu ne peux même pas avoir de levée. Tu ne pourras même pas produire. Donc, la plante a besoin d'eau, la plante a besoin d'oxygène, l'air est composé d'oxygène, la plante a besoin d'azote, l'air est constitué d'azote. La plante aussi a besoin des micros et des oligo-éléments. Ce qui est dans ton sol, ces oligo-éléments-là, c'est sur la roche-mère. Donc, quand tu comprends la physiologie de la plante, tu fonctionnes de façon naturelle, sans donner de produits chimiques. Parce que ta plante a cette capacité de capter tout ça. Donc, tu vois que ta plante capte tout ça au travers de ses feuilles. Lorsque tu as dit qu'elle perd les feuilles et qu'elle tombe, elle restitue ça au sol. Elle restitue ça au sol comment? Par le biais maintenant de la vie microbienne, par les champignons, les bactéries, les vers de terre, toute cette vie microbienne que j'ai citée là. Ce sont eux qui viendront manger ça, ils vont donc chier, ils vont pisser et ils vont restituer, c'est-à-dire que tous ces nutriments-là à ta plante. Donc comprendre ici que pour avoir, c'est-à-dire que voilà, un écosystème qui fonctionne bien, tu te dois de nourrir ton sol et ton sol qui va nourrir. Tu te dois de nourrir ton sol. Quand il dit nourrir le sol ici, c'est de nourrir les micro et les macro-organismes.
Et ton sol aussi va nourrir ta plante. C'est ça la fertilisation. La fertilisation, on nourrit le sol et la plante. Or que, de façon conventionnelle, on vient juste vous dire de nourrir la plante, de verser le N et le P et le K. Et comprendre que lorsque tu viens verser l'engrais de synthèse, donc, ça détruit toute cette vie microbienne-là. Parce que c'est des produits qui sont chimiques, qui viennent agresser et tuer la vie microbienne. Et lorsque tu carbures maintenant donc à tout ce qui est chimique, c'est ça qui crée le réchauffement climatique, les gars. C'est ça qui fait monter ton coût de production, les gars. Moi, je dis à chaque fois, comment est-ce que vous calculez le coût de production? Tu vois que ici, quand tu travailles avec la nature, tu ne dépenses pas en énergie fossile. Et quand tu ne dépenses pas en énergie fossile, tu préserves l'environnement. Mais regarde comment il fait chaud. Tu évites qu'on aille détruire la nappe phréatique pour chercher le pétrole. Tu évites qu'on aille détruire la nappe pour chercher le gaz. Tu évites qu'on aille déforester, détruire la nature pour aller couper les arbres et produire le charbon, les gars. Parce que, tu fonctionnes par rapport au mode d'emploi de la nature. Je dis, la nature, c'est depuis 500 millions d'années. 500 millions d'années, la nature ne nous a pas attendus. Regarde la forêt du Congo. Regarde le bassin du Congo. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui vient couper défricher? Il y a quelqu'un qui vient verser de l'engrais? Il y a quelqu'un qui vient verser le NPK? Il y a quelqu'un qui vient arroser? Il y a quelqu'un qui vient... Non. Depuis des millions d'années, cette forêt-là, se démène et c'est là-bas qu'il y a de la vie. C'est là-bas qu'il y a Et c'est cette forêt-là qui permet aujourd'hui qu'on puisse respirer. C'est ça qui séquestre le carbone. C'est ça qui réduit l'effet de serre. Regarde la forêt amazonienne. Regarde la forêt de Bornéo. C'est ce qu'on appelle les forêts primaires. Il n'y a eu aucune intervention humaine. Et c'est là-bas qu'il y a de la vie. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de gens qui viennent... On ne vient pas verser des produits fongiques. Parce que la nature sait que faire les choses. Parce que là-dedans, il n'y a pas qu'une seule variété d'arbres. Il y a une multitude de variétés d'arbres. Et une multitude de variétés d'arbustes. Une multitude de variétés de plantes de couverture. La nature fonctionne en symbiose. La nature fonctionne toujours en symbiose. Donc quand on vient te parler ici de monoculture, fais attention. Quand on vient te dire ici, j'ai parlé ici d'agroforesterie, tu pourrais aussi me dire, ben Thierry, vous me dites des fois de vous parler de les cultures sur serre. Voilà encore une aberration. Cultiver sur serre. Est-ce qu'en allant produire sur serre, on pourra te dire que justement, lutter contre le changement climatique? Pour moi, aller cultiver encore sous serre, c'est augmenter le phénomène du changement climatique. Parce que ce soit aussi, vous avez ce qu'on appelle l'hydrophonie ou l'aquaphonie, avec les cultures hors sol. Pour moi, tout ça, c'est des cultures pour faire fun. C'est des trucs de bobos, des gens qui n'ont rien à faire, peut-être tu veux faire fun. Et on est en train de nous ramener ça encore en Afrique. On veut aller cultiver sous serre en Afrique. On va aller faire des cultures telles que l'aquaphonie ou des cultures telles hors sol. Mais pourquoi faire? Une fois, j'ai dit ici qu'on cultive avec le vivant. On cultive avec la nature. On cultive avec des arbres et les plantes. On cultive avec la microfaune et la macrofaune. Que ton tracteur, c'est-à-dire que ce n'est pas le tracteur qui fait l'agriculture. C'est cette microfaune et cette macrofaune qui, justement, font le travail, qui font ce magnifique travail de laboureur et te donnent des agrégats qui sont comme ceci. Quand tu viens avec ton tracteur, tu viens détruire la structure. Regarde, quand tu viens émietter comme ça avec ton tracteur, tu gâches le beau travail que la microfaune et la macrofaune ont fait. Avec ton tracteur, tu viens faire ça et on retrouve ça dans l'eau. Maintenant, le truc avec l'agriculture sur serre. Quand tu travailles sur serre, en Afrique, c'est pour quelles conditions en fait? Ici en Occident, je peux comprendre, même si ça ne s'explique pas, c'est ça qui crée le réchauffement climatique. Ici en Occident, en Europe, ils produisent sur serre par rapport aux conditions
météorologiques, aux conditions du climat. Ici, ils ont l'hiver. Ici, ils ont des grêles. Ici, quand il fait très chaud, il fait vraiment chaud. Ici, ils ont des vents violents de plus de 200 km/h. C'est pour ça qu'ils se permettent de produire sur serre des produits exotiques. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture se fait selon le terroir. Donc, quand ils vont produire les fraises sous serre, les tomates sous serre, c'est par rapport aux conditions pédoclimatiques. Ici, ils ont l'hiver. L'hiver, ça crée la neige, ça crée les blocs de glace. Les cultures ne sont pas... Une culture comme la tomate, c'est une culture de soleil. Les cultures légumineuses, là, c'est des cultures de soleil. Pourquoi, toi, en Afrique, tu as le soleil à gogo pendant, c'est-à-dire que toute l'année, tu vas aller produire la tomate dans une serre. Ici, en Occident, eux, ils n'ont pas le soleil toute l'année. Ils ont de la neige et ils produisent la tomate parce que la tomate, ce n'est pas une culture qui est adaptée à leur région. Donc, ils sont juste en train de... Ils sont en train de forcer la nature, s'il faut le dire, parce que leur environnement, comme j'ai dit, par rapport à leur environnement, ce n'est pas adapté, c'est des cultures qui sont fragiles. Tu verras les fraises, tu verras que tous ces légumineuses-là, les poivrons, parce qu'avec le vent violent, ça vient détruire tout ça. Avec les grêles, ça vient détruire tout ça. Avec la neige, ça vient détruire tout ça. C'est pour ça qu'ils font des serres. Mais une serre aujourd'hui aussi, attention, c'est énergivore. Je viens de te dire ici que le challenge, c'est l'énergie. Tu vas aller produire, c'est-à-dire qu'une tomate dans une serre, pour la vendre à combien? Et dans une serre, à quel moment tu produis de façon naturelle? Dans une serre, déjà conçue une serre, le coût de production d'une serre, c'est combien? Parce que dans une serre, ici, pour qu'il fasse une serre, il faut imiter donc les conditions, c'est-à-dire que naturelles. Il faut la lumière. J'ai dit ici que l'énergie, l'électricité. Il faut, c'est-à-dire que ventiler. Ça marche avec l'électricité. Donc, ils ont des ventilations. Il faut chauffer quand c'est en hiver. Il faut ventiler quand c'est l'été, comme ça, il fait chaud. Certains ont même la climatisation parce qu'il faut garder un certain taux d'humidité. Et là-dedans, comme c'est fermé, c'est des blocs de glace, de verre, c'est encore la pollution. C'est le plastique, c'est la pollution, c'est toujours les énergies fossiles, le pétrole. Et là-dedans, tes cultures ne sont pas, ne bénéficient pas des micro- et des macro-organismes. Quand on produit sur serre, que ce soit, que sous terre, on va choisir que des bacs où on va mettre du compost. Mais ce compost n'a pas tous ces oligo- et micro-éléments. Je t'ai dit qu'une plante a besoin de 17 éléments. Quand tu viens mettre la terre dans un sac, dis-moi à quel moment les racines vont aller toucher la roche-mère, vont aller prendre la potasse, vont aller prendre le fer, vont aller prendre le cuivre, vont aller prendre le zinc, que la nature te donne ça comme ça gratuitement. Donc tu vois que dans une serre, c'est un système, un circuit fermé, bourré de technologie, bourré d'électronique, tout ça, ça a un coût. Et on alimente la plante de façon artificielle, de façon, c'est-à-dire que, tu vois, là-dedans, il faut que tu aies un forage, ça a un autre coût, que tous les jours, tu alimentes ta plante avec de l'eau et avec les nutriments. C'est pour ça que tu peux avoir un rendement. Tu vois que ça donne énormément de rendement. Mais ce rendement-là, c'est quoi? C'est de l'eau uniquement. La plante, les cultures sous serre ne sont riches en rien du tout. Une tomate produite sous serre, quels sont les nutriments que ça? C'est uniquement de l'eau. Parce que c'est shooté tel aux produits chimiques. Et dans une serre, c'est énormément de produits chimiques et de produits fongiques. Parce que comme c'est fermé, il faut à chaque fois lutter par rapport pour lutter par rapport au taux d'humidité. Tu sais que les produits comme la tomate, le piment, tous ces produits, le mildiou, si tu ne sais pas réguler le taux d'humidité, ben, tu sais attaquer au mildiou. C'est pour ça que dans la serre, tu vois, ils sont en train de pomper les produits chimiques. Pomper les produits chimiques. Tout ça, ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Au final, quand tu vas sortir cette tomate-là,
Tu vas la vendre à qui et à combien? Pendant que nous produisons encore les tomates de façon naturelle, on ne s'en sort pas. Parce que c'est un marché qui n'est pas régulé. C'est l'acheteur qui fixe le prix, c'est le grossiste qui fixe le prix. Toi, tu vas aller construire une serre. Je parle ici des serres, des vraies serres. Je ne parle pas des serres en Afrique où vous mettez la bâche. Quand tu mets la bâche, on met le plastique. En mettant le plastique, comment tu régules ton taux d'humidité? Comment tu régules la ventilation? Et même quand c'est couvert, comment tu pollinises tes plantes? Parce que quand c'est fermé, c'est couvert, tu ne bénéficies pas que des insectes pollinisateurs. Les abeilles. Comment les abeilles vont faire pour venir entrer dans ta serre? Pour polliniser tes plantes? C'est ce que j'appelle les macro et les micro-organismes. Tu ne bénéficies pas de la lutte biologique naturelle. Parce qu'il faut comprendre que dans la nature, tu as des insectes auxiliaires et tu as des insectes ravageurs. Et dans la nature, les ravageurs sont bouffés par les auxiliaires. Ça te fait un gain fou, c'est-à-dire en termes de dépenses chimiques. Et comprendre que dans les serres ici en Occident, c'est énormément énergivore. Combien va te coûter ta facture d'électricité? Combien va te coûter ta facture d'eau? Combien va te coûter ta facture des produits phytosanitaires? Combien va te coûter ta facture d'engrais? Combien va te coûter la facture du personnel? Maintenant, ça, c'est le fonctionnement. Dis-moi donc ton coût d'installation. À combien t'a coûté la serre? Une serre ici en Occident, pour 200 mètres carrés, tu peux commencer à chiffrer à partir de 40 000 euros. Parce que je te dis que c'est bourré d'électronique. Je parle ici de culture sur serre, même tout ce qu'on appelle culture hors sol, hydrophonie. Vous ne mangez pas les produits de qualité, les gars. Les produits faits sur serre, il n'y a pas de la qualité. Mais maintenant, je parle du changement climatique. C'est dans ces modèles-là qui créent du réchauffement climatique parce que c'est énergivore. On utilise énormément d'énergie fossile. Donc si nous allons tous maintenant produire sur serre, c'est le meilleur moyen d'exploser, c'est-à-dire que la planète. C'est le meilleur moyen de faire monter le mercure, mais on ne pourra même plus vivre. C'est le meilleur moyen de créer l'effet de serre. C'est le meilleur moyen de créer le désert. Parce que ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est chez nous en Afrique, on aime les phénomènes de mode. Quand quelqu'un apporte quelque chose d'exotique, tu vas aller faire la serre. Pourquoi? Alors que nous sommes les premiers à dire que nous avons des terres arables. Nous avons plus de 60 millions de terres vides. On a déjà fini de produire sur les terres pour aller faire les serres. C'est là où je dis que nous sommes vraiment des plaisantins. On veut tout copier, c'est-à-dire que ce qui vient d'ailleurs, eux, ils le font par rapport à leurs conditions météorologiques. Nous avons les meilleures conditions pour pouvoir faire de l'agriculture en plein air, avec la nature. Vous allez venir commencer à mettre de la bâche, du papier, à mettre, je veux dire, le plastique partout en Afrique. C'est ce qu'on appelle la pollution. Vous allez aller faire les serres en plastique. Là où il y a la nature, vous venez enlever les arbres pour mettre le plastique partout. Mais c'est marcher sur la tête, les gars. Mais c'est marcher sur la tête. Vous venez enlever les arbres, comme j'ai dit, les arbres qui séquestrent le carbone, les arbres qui régulent la température, les arbres qui nous permettent de bien respirer, les arbres qui viennent nourrir la macrofaune et la microfaune, les arbres qui apportent la vie, pour venir mettre du plastique. Et lorsqu'on sera donc maintenant à 50 degrés Celsius, tu pourras travailler dans la serre. On t'a déjà mis dans une serre à aller récolter la tomate, à aller récolter les légumes à 50 degrés Celsius. Tu vas ventiler ça avec quelle énergie? Si tu me dis que tu vas mettre de la ventilation, quelle est l'énergie que tu vas utiliser? Nous ne sommes pas autonomes en Afrique par rapport à l'énergie. Ça se pense, les gars. Quand je vous vois, on balance les slogans comme ça, vous allez tomber dedans. Tu vas aller investir 50 millions d'euros pour construire une serre. Pour vendre la tomate à combien? Si c'est pour vendre au pays, tu es mort dans le film.
Si tu dis maintenant que tu vas être compétitif, tu vas aller vendre en Occident, tu vas exporter, tu vas encore mourir dans le film. Parce que c'est ce que je te dis. Fais un peu de recherche. Regarde au Maroc. Le Maroc produit les tomates. Le Maroc, à un moment donné, était tellement compétitif. Tu sais que la proximité entre le Maroc et l'Europe, c'est à vol d'oiseau. Et les tomates ou les légumes s'expriment mieux, c'est-à-dire que dans les zones chaudes. Ils se sont lancés, c'est-à-dire que dans la production de tomates, pour venir être compétitifs par rapport à l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Beaucoup ont déposé bilan. Parce que beaucoup sont allés faire des serres en produisant massivement, c'est-à-dire que la tomate. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est l'énergie. Le problème, c'est-à-dire que de l'agriculture, c'est l'eau. Aujourd'hui, ils sont en pénurie d'eau. Ils sont obligés d'aller chercher de l'eau à plus de 150 mètres dans la nappe phréatique. Et même jusque-là, ils n'ont pas d'eau. Beaucoup ont déposé bilan. C'est que je dis, faites tes recherches. Au Maroc, le roi, c'est-à-dire que du Maroc, était obligé de pouvoir, c'est-à-dire aller en mer, pouvoir, c'est-à-dire que désaliniser. Tu sais que l'eau de mer est salée. L'eau de mer est salée. Donc, il a pris une partie pour pouvoir désaliniser, pour enlever le sel et ravitailler les agriculteurs. Mais le problème, c'est que c'est un système qui est tellement coûteux. Le mètre cube d'eau aujourd'hui dans ces régions au Maroc, ça coûte les yeux de la tête. Ça fait que plusieurs producteurs ne se sentent pas capables de pouvoir suivre. Ils ont vendu, c'est-à-dire qu'ils ont lâché l'affaire. Ceux qui font là maintenant, c'est les multinationales. Les multinationales le font pourquoi? Parce qu'ils viennent avec des centaines, des milliards d'euros. Ce sont eux qui coiffent maintenant la chose. Et ce système-là a fait en sorte que même la production, c'est-à-dire que du Maroc aujourd'hui, ne tient pas la route. Les cultures, c'est-à-dire que les cultures locales, beaucoup ont abandonné. Parce que beaucoup, c'est-à-dire que visaient les cultures de rente, la tomate, pour vendre à l'export. Et comme tout le monde, comme tous se sont lancés là-dedans, avec le problème maintenant d'énergie, avec le problème de l'eau, de l'énergie, beaucoup ont abandonné. Le projet que le roi du Maroc a fait, ce projet-là, ça s'étend sur 50 km. Ceux qui sont dans l'arrière-pays ne peuvent pas faire, ne peuvent pas bénéficier de l'eau. Donc c'est ceux qui sont près de la côte, à 50 km. Au-delà de 50 km, l'eau de mer ne peut pas arriver pour pouvoir irriguer les plantations. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que beaucoup d'agriculteurs abandonnent. Ils ne sont plus là à produire maintenant les cultures du terroir. C'est l'agriculture qui est en peine. Je parle encore du problème d'eau. L'eau est cruciale. L'eau est primordiale. L'eau, c'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre. Sans eau, on ne peut rien produire. Et ce qui est capable aujourd'hui de nous garantir de l'eau, ce sont les arbres. C'est le fait d'avoir les arbres. C'est le fait d'éviter de labourer le sol. C'est le fait de couvrir toujours son sol pour éviter l'évapotranspiration. Je ne pratique pas une agriculture de slogan. C'est pour ça que je suis allé faire la culture du palmier à huile. Parce que le palmier à huile, c'est une culture qui est pérenne. Je ne laboure pas mon sol. Je laisse la vie microbienne se développer. Parce que je laisse la végétation monter jusqu'à fleur. Lorsque je viens couper, je donne à manger toujours à mon sol. Ton rôle, c'est toujours de nourrir ton sol. Nourrir le sol par les feuilles. Quand il dit nourrir le sol, je n'ai pas dit d'aller préparer la tchéké. Je n'ai pas dit d'aller préparer le ndolé. Je n'ai pas dit d'aller préparer le foutou et venir les donner. Je n'ai pas dit d'aller faire le topsi banana. Je n'ai pas dit de faire le congrès et venir donner à tes bactéries. C'est l'herbe. Tu laisses juste l'herbe monter. Tu laisses la biomasse monter. Quand tu viens couper, tu laisses au sol. Donc le but ici, ton sol ne doit pas être nu. Quand j'entends les choses, mon sol est propre. Ah, mon sol est très propre. Non. C'est mauvais. Tu ne nourris pas ta vie microbienne. Ton sol, quand tu viens faucher, laisse l'herbe au sol. Nourris-les. Ou ils vont nourrir ton sol et ton sol va nourrir tes plantes. C'est ça le mécanisme. Et ton coût de production sera moindre.
et ta production sera costaud et ta rentabilité, en ce moment, tu vas vendre. Parce qu'il faut comprendre ici que pour faire le bénéfice, il faut que ton coût de production soit moins que ton... Il faut que ton coût de production soit moins et que ton prix de vente soit élevé. C'est comme ça qu'on fait le bénéfice, ou pas. Quand tu veux vendre quelque chose, il faut que tu achètes la chose moins chère et tu mets ta marge et tu gagnes plus. Tu ne peux pas aller acheter plus cher et aller vendre moins cher. C'est pour ça que j'ai fait dans la production du poivre. Parce qu'avec le poivre, voilà, c'est une culture de sous-bois, tu imites la nature en plantant tes tuteurs. C'est une culture d'association. Je mets mon poivrier, 2 cultures, je mets avec d'autres cultures, les cultures vivrières. Pendant que le tuteur monte, j'ai toujours dit horizontalité, verticalité. Je mets des cultures vivrières. Pendant que je sais que la culture de le poivrier, c'est dans 2 ans et demi, ça entre en production. Je mets les cultures vivrières qui sont de court cycle. Je récolte. Pendant que je récolte, je nourris mon sol. 2 ans et demi, mon poivre entre en production. 1 hectare, au bas mot 30 millions. Plus dès que le temps passe, plus la production augmente. 60 millions, je peux l'être. Je sais que j'ai mes arbres qui sont là, les tuteurs qui sont là, qui font des feuilles, qui continuent à nourrir mon sol. Le poivrier va comme ça à plus de 80 ans. Et j'ai fait une agriculture qui est durable. Demain, je ne suis pas là, je laisse à mes enfants. Mes enfants vont laisser aux enfants de leurs enfants. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée la richesse. Mais tout ça, ça se fait parce qu'on pense. Ça ne se fait pas dans les slogans. Ça ne se fait pas, avec ça, tu vas gagner. Non, tu vas gagner comment? Tu vois que je viens de t'expliquer un système simple. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique. Parce que c'est à nous de nous adapter. La nature ne sera pas là pour nous faire du cadeau. Nous sommes en train de la détruire et elle va nous répondre, elle va nous frapper. Donc à nous de nous adapter, de faire en sorte qu'on puisse vivre tel que mieux. Parce que quand on voit le mercure monter à 45, 50 degrés, on ne peut plus vivre. Même si l'être humain souffre, si l'être humain ne supporte pas la chaleur, combien de fois les animaux vont mourir. Si on n'a plus d'animaux, comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir? Même les plantes ne vont pas supporter. Si on n'a pas de plantes, comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir? Même la vie aquatique, les cours d'eau vont s'assécher. Si on n'a plus de poissons, on fait comment? C'est comme ça qu'on meurt. Comme ça qu'on crève. Donc, ce que je partage ici, ça doit nous amener à réfléchir. On ne doit pas être à courir après la rentabilité. Tu vois donc la rentabilité, on l'obtient parce qu'on a pensé. Parce qu'on a pensé en amont. Ce n'est pas avec les slogans. Ce n'est pas avec les slogans. Donc, je viens sur YouTube pour partager l'expérience. Ça, c'est encore une masterclass que je donne. Prenez ça vraiment avec beaucoup de gratitude. Parce que les informations que je partage ici, vous n'entendez pas ça nulle part. Quand je prends assez de temps comme ça, c'est le travail que nous différents gouvernements devraient faire. C'est le travail que nous les différents départements, c'est-à-dire que scientifiques et technologiques devraient faire. Mais on sait aussi que ce monde de capitalisme, c'est contrôlé, c'est-à-dire que ce que je partage ici, les différents pans, quand je dis énergie, je dis mécanisation, je dis produits chimiques, il faut comprendre que c'est des économies qui sont détenues par les très puissants. Et ces très puissants-là, ils ont le bras long. Ils ont déjà corrompu que la plupart des personnes qui ont le pouvoir. Je parle ici des scientifiques. Vous voyez que les scientifiques viendront donner un discours qui va aller justement en faveur de ces multinationales au détriment des producteurs et des consommateurs. Mais sauf que le changement climatique, c'est quelque chose qu'on vit, on le voit, on souffre, on subit. Moi, en tant qu'agriculteur, je vois ça, cache. Quand tu sèmes avec ta graine et que ta graine ne pousse pas, et que ta graine meurt, ça a un nom. C'est ça le changement climatique. Ça a un nom, le réchauffement climatique.
Ça a une origine. C'est l'utilisation, c'est-à-dire que des différentes énergies que j'ai utilisées. Énergie fossile. Est-ce qu'on peut remédier à cela? Oui, on peut remédier à cela si on commence à appliquer les bonnes pratiques. Si on commence à appliquer les bonnes pratiques, on pourra remédier à cela. Mais c'est un système où je dis, c'est pas un système pour les court-termistes. C'est un système qui se doit d'être pensé. Comme je te dis, tu mets les arbres, tu sais qu'un arbre, minimum, c'est 2 ans et 3 ans quand c'est greffé. Quand tu prends la plante pas greffée, c'est 7 ans. Des fois, c'est 10 ans. Donc, tu vois, pour avoir un système qui vient imiter la nature, c'est minimum 10 ans. Ah oui, je te vois d'avoir fait les yeux. 10 ans, mais Thierry, est-ce que je serai encore en vie? Mais Thierry, tu me dis d'aller... Non. 10 ans, tu mets les arbres. C'est pour ça que je te dis que l'agriculture, c'est l'association, c'est la diversité, c'est verticalité et horizontalité. Tu mets tes arbres, tu sais que ça va dans, allez, minimum 3 ans et demi, au grand max 7 ans. En dessous, tu plantes les cultures vivrières à court cycle. Tu as des cultures qui vont sur 45 jours, tu as des cultures qui vont sur 3 mois, tu as des cultures qui vont sur 4 mois, tu as des cultures qui vont sur 8 mois, tu as des cultures qui vont sur 12 mois. De façon stratégique, tu récoltes en permanence tout en conduisant tes arbres. C'est encore la stratégie. Donc tu vois que tu fonctionnes avec la nature, tu ne dépenses pas, même sur le plan financier, tu es à l'aise. Comparativement à la monoculture où on te demande de venir s'aimer comme le maïs, comme les céréales. Tu viens s'aimer en plein désert, et il n'y a pas d'arbres. Les pluies ne viennent pas. Tu perds toute ta campagne. Tu fais comment? Tu pleures seul. Tu pleures seul. Parce que tu n'es pas accompagné. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas d'aide. Les pleurs de l'embolé, c'est toi-même qui subis ça. C'est toi-même qui subis ça. Et si tu allais t'endetter à hauteur des millions, comment tu fais donc pour retomber sur tes 2 pieds? La réussite, une fois de plus, c'est la stratégie. La réussite, c'est la stratégie, les gars. Je ne peux pas vous dire ça autrement. La réussite, c'est la stratégie. Donc, si nous voulons, c'est-à-dire que retrouver notre planète, si nous voulons avoir, c'est-à-dire que respirer une air pure, une air, l'air de qualité, si nous voulons manger les aliments de qualité, si nous voulons vivre longtemps, on se doit, c'est-à-dire que justement, de faire les bonnes pratiques. Ces pratiques-là, la pratique, c'est quoi? C'est de planter un arbre. Hein? Si chacun plantait juste, ne serait-ce qu'un arbre, on allait baisser, c'est-à-dire que justement, le mercure. C'est un geste citoyen qu'on devrait faire. L'arbre, c'est-à-dire que c'est primordial. L'arbre, ça sauve les vies. L'arbre, ça vient nous permettre de vivre. Parce que tu vois, on étouffe. On étouffe. Donc voilà ce que je voulais partager ici avec toi concernant le changement climatique et les gestes qu'on se doit d'appliquer en tant que consommateur, en tant que producteur ou éleveur. Tu vois, et savoir que la ressource aujourd'hui qui va se faire rare, ce n'est pas la production, ce n'est pas l'alimentation, c'est l'énergie. Parce que si on veut nous pousser à produire de plus en plus, on va nous pousser à aller produire de plus en plus les énergies fossiles. Et en produisant de plus en plus d'énergie fossile, ben, ça a des dégâts sur la planète. Et ces dégâts-là, ça s'appelle changement climatique, ça s'appelle réchauffement climatique. Voilà, chers agripreneurs visionnaires, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous attends dans les commentaires afin de me donner aussi votre avis concernant ce changement climatique. Comment vous vivez ça? Quelles sont les répercussions que ça a sur votre business? Que vous soyez en train de faire l'agriculture ou l'élevage, même dans votre vie au quotidien. Et est-ce que vous êtes d'avis? Donnez-moi aussi les solutions. C'est-à-dire que voilà, on parle aujourd'hui de transition écologique. On parle de transition écologique parce qu'on a constaté que les énergies fossiles que nous utilisons sont à l'origine de ce changement-là. Donc, quelles sont les options aussi que vous préconisez afin qu'on puisse, c'est-à-dire voilà, se défaire, c'est-à-dire voilà, que tout doucement des formes d'énergie que nous utilisons présentement. Donc nous sommes en pleine transition écologique. C'est à chacun de nous de penser